Donc nous allons mobiliser beaucoup de forces, gendarmes, policiers. 80 000, ils auront une consigne très claire, c'est la fermeté. On ne tolérera aucun blocage, aucune violence. Ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ça ira, les aristocrates on les prendra. Les vraies voix Sud Radio. Est-ce qu'on est proche de la révolution, Philippe Bilger ? Je ne crois pas, même pas dans une situation pré-révolutionnaire. Et quand Alain Duhamel nous dit que nous sommes que nous vivons à la fois une crise politique et une crise de société, il n'a pas tort. Mais cela ne signifie pas que nous sommes dans une situation pré-révolutionnaire. À mon avis, et pardon pour les poncifs que j'ai développés, bien sûr, la situation politique, on l'a dit, est quasiment unique dans l'histoire depuis la Ve République. Mais ce qui me permet de dire, en dépit de certaines oppositions très violentes de LFI et de Mélenchon et de soutien qui sont prêts à saper la démocratie, qu'on n'est pas dans une situation pré-révolutionnaire, c'est que même on constate bien qu'il y a des portes de sortie, il y a des issues de secours, il y a des moyens d'y remédier, et ça c'est fondamental, ça interdit une explosion radicale. Et pourtant, François Bayrou, Philippe David a été très alarmiste sur le budget, parce que ça, c'est l'épine dans le pied là aujourd'hui. Alors oui, c'est l'épine dans le pied, mais c'est pas la seule. Mais moi, je veux bien croire, il y a un très bon édito dans l'Express aujourd'hui qui dit que nous sommes probablement au bord d'une révolution. Moi, j'en ai très peur, parce que le drame de la France, c'est que dans son histoire, elle ne s'est réformée que dans la douleur et dans la violence. Ça, c'est une réalité historique qui est incontestable. Je vais pas faire le déroulé depuis 1789, mais ça a toujours été comme ça. Sinon, ça va être long. Mais ça a toujours été comme ça. D'autant que certains qui ont compris qu'ils ne gagneraient jamais par les urnes, pensent qu'ils pourront y arriver par la rue. Vous voyez vers qui mon regard se tourne. Donc, je trouve ça extrêmement inquiétant, oui. François Ouzillot. Je viens d'un milieu qui est la communication. J'ai travaillé un peu dans la communication et on utilisait toujours une phrase qui, à mon avis, s'applique toujours à ce qu'on connaît actuellement et notamment dans l'actualité. La minorité est toujours agissante et la majorité toujours silencieuse. Et je crois pas qu'on soit dans un moment pré-révolutionnaire. Il y a toujours eu des épisodes plus ou moins violents. Je repense à la loi El Khomri où ça avait sacrément été violent, notamment dans les rues de certaines métropoles et de la capitale. Il y a eu les Gilets jaunes. Oui, c'est vrai, le peuple est un peu plus énervé et éruptif qu'il ne l'a été par le passé, mais je crois aussi que c'est pour ça que le Premier ministre ce matin a parlé de changement de méthode. Il y a une volonté de changement de méthode au niveau de la classe politique, il y a un décalage et un gouffre qui s'est creusé entre le peuple et la classe politique, aux uns et aux autres de faire en sorte d'être responsables. Alors je parle bien du bloc central bien élargi, mais les extrêmes, eux, ont qu'un intérêt à ça, et donc ils veulent jouer le chaos, et l'extrême gauche en premier, et à chaque fois dans ces mouvements violents comme on connaît aujourd'hui, c'était toujours l'extrême gauche qui était en première ligne. Donc en fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Sauf que la classe moyenne se sent de plus en plus pas écoutée. Et donc, effectivement, elle s'énerve aussi dans les urnes. Elle n'est pas écoutée, elle est surtout déclassée. Et elle est déclassée, elle se sent abandonnée, et c'est sans doute parfois à juste titre. Et donc, il faut réconcilier les institutions avec cette classe moyenne. Néanmoins, c'est pas pour autant que les Black Blocs ou tous les excités d'extrême gauche représentent le peuple. Et je pense que la majorité des Françaises et des Français sont des gens raisonnables et qui croient en ce nouveau Premier ministre comme ils ont sans doute cru au précédent. Et que là, ils veulent surtout qu'il y ait un budget pour la France et que le pays soit pas déclassé et que ça se termine pas comme la Grèce. Absolument, et François, ils y croient d'autant plus que le seul intérêt, si j'ose dire, de Michel Barnier et de François Bayrou, c'est d'avoir, je dirais, constitué des échecs sur lesquels les Français comprennent qu'on peut s'appuyer pour créer une réussite. Bien sûr. Et d'autre part, à propos des Gilets jaunes, vous avez totalement raison, je me rappelle une phrase qui disait à leur sujet, c'est plus qu'une émeute, moins qu'une révolution. J'aimerais assez appliquer ça à la situation actuelle. Moi, je crois qu'il y aurait un moyen déjà pour faire baisser la tension en France. Le problème, c'est que c'est aux antipodes de la culture politique d'Emmanuel Macron, qui est le mariage de la droite orléaniste et de la gauche caviar, c'est de donner la parole au peuple par au moins un référendum. Ça, je crois que ce serait le béaba. Et sur quel sujet ?
Ça, il faut trouver le sujet, il y en a plein. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut revenir à la proximité, il faut revenir au peuple. C'est ce qui avait été tenté pendant le grand débat, mais je pense qu'il faut recommencer d'une certaine manière. Moi, j'ai une idée de référendum. Le droit français doit-il être supérieur au droit européen, par exemple, pour nous éviter, quand on veut expulser des gens, etc., qu'on ait la Convention européenne des droits de l'homme qui nous en empêche, etc., etc. Ça, ce serait un vrai sujet. Le dernier référendum qu'on ait évoqué, c'était Emmanuel Macron, c'est ça se tordre de rire, c'était sur les rythmes scolaires. Mais un référendum sur les rythmes scolaires, pourquoi pas sur l'heure d'été? Sauf que sur les sujets saillants, il faut réformer la Constitution, il n'y aura pas de majorité pour la réformer, donc en fait, il faut tenir jusqu'à la prochaine présidentielle. Et là, il y aura de nouveau un vrai débat. Mais l'urgence, c'est de passer un budget. Alors, l'urgence, c'est de passer un budget. Je veux bien, mais au cas où, il faut peut-être pas non plus trop faire peur aux gens dans ce domaine, pour une bonne et simple raison, c'est que s'il y avait pas de budget, c'est le budget de l'année précédente qui s'appliquera. Seul problème, c'est que comme on va être déclassé par Fitch après-demain, c'est un secret. Il faut envoyer des signaux. Il faut envoyer des signaux. Mais je pense quand même que Emmanuel Macron, ayant mis 1000 milliards de dettes aux Français en 8 ans, il est peut-être pas le mieux placé pour dire que la situation budgétaire est catastrophique, parce que, à mon humble avis, il a quand même une part énorme de responsabilité là-dedans. La formule ayant été parfaitement résumée par une boutade de David Lisnard, qui a dit maintenant on doit payer le n'importe quoi qu'il en coûte. Mais c'est très juste. D'ailleurs, le président, et c'est trop rare pour ne pas être souligné, a admis qu'il avait beaucoup dépensé. S'il avait dit le contraire. Et moi, j'ai milité il y a 20 ans pour un type qui disait travailler plus pour gagner plus, et là, les gens que je rencontre dans ma rue, ils ont l'impression qu'ils vont travailler plus pour gagner moins. Et c'est globalement le sujet des 2 jours fériés. Et ça, c'est resté en travers de la gorge. C'est pour ça que je vous parle de méthode. Excusez-moi, qui a eu l'idée stupide des 2 jours fériés non payés? Sans consultation, en plein milieu de l'été. Non mais, qui a eu cette idée Je vous pose ça là, vous faites ce que vous voulez avec. Voilà, parce que je me dis, on est mercredi soir, pour l'inviter à un dîner, je pense que là, vraiment, il y a du potentiel pour être le vainqueur. Après, c'est une question, François Ouzillot, c'est une question de méthode, forcément. C'est-à-dire quand on est un peu diplomate, on peut faire passer des choses différemment. Parce qu'il a été brut de décoffrage quand même, François Bayrou. Mais en fait, je n'ai pas compris pourquoi il s'est autant roulé par terre il y a près d'1 an pour être Premier ministre, pour nous faire une sortie de cette manière. Je pense qu'il a surtout ménagé sa sortie et qu'il a voulu la programmer lui-même ou l'auto-programmer. Je pense qu'il y a un peu d'orgueil et d'ego dans tout ça, mais ça n'engage que moi. Je veux surtout pas que ça gêne mon entourage. Mais j'ai pas compris la méthode. J'ai pas compris je reste à Paris tout l'été pendant que tout le monde est en vacances. Je vais faire des Facebook Live. Je vous ponds ça le 15 juillet, une fois que tout le monde est parti. Et à la fin, je vais consulter les gens pour leur demander ce qu'ils en pensent, et notamment les formations politiques dont j'ai besoin pour faire passer le budget. En même temps, on l'avait pas beaucoup entendu ces derniers mois, parce qu'en fait, assez discret. Mais enfin, je me rappelle, on s'en parlait déjà l'année dernière. Et vous me trouviez déjà dur sur l'homme. Je vous disais déjà qu'il a fait carrière, même s'il est chef de parti, il a fait carrière sur un certain nombre de constats, mais que quand on est aux manettes, c'est quand même complètement différent, surtout dans le contexte dans lequel on est depuis maintenant 1 an et demi. Et donc, entre le constat et les solutions, il y a quand même en général un gouffre. Et c'est facile d'être spectateur, c'est beaucoup plus difficile d'être acteur. Et d'ailleurs, son dernier discours... Donc il a joué le temps et la montre jusqu'au moment où il y avait le précipice du budget. Et là, vous êtes obligé d'arriver avec votre proposition. Et je ne pense pas que les jours fériés, en tout cas c'est ce que j'entends dans ma ville, étaient la meilleure des propositions. Et son dernier discours était typique de son caractère. Il reprend les chiffres et ensuite c'est de la philosophie politique. Et voilà, et ce sera le mot de la fin et direction...